Un gendarme pensait pouvoir humilier un général noir en uniforme sans que ça lui retombe dessus. Mais tout a explosé quand le général a passé un coup de fil qui a fait débarquer le ministère de la Défense à sa porte. Ça devait être une pause banale, un arrêt de rien du tout. Le général Claude Delmas roulait sur la départementale des 12, entre Saint-Lizier et Foix, en Ariège. On est en février 1980. Cette route, il pourrait la conduire les yeux fermés. Les virages serrés qui serpentent entre les collines, les forêts de chênes sombres qui mangent l'horizon, les petites stations-service aux pompes rouillées, avec leurs enseignes qui clignotent à peine sous la lumière pâle de l'hiver. Il a fait ce trajet des dizaines de fois, entre mission et retour discret à la base. Mais ce jour-là, son GPS, un vieux modèle militaire, une brique cryptée qui sent encore les années de terrain, se met à planter. Une mise à jour foireuse, et voilà, l'écran reste noir. Claude ralentit, les pneus crissant légèrement sur l'asphalte usé. Il repère une aire de repos, un carré de gravier poussiéreux bordé de ronces, juste après un panneau à moitié effacé, Saint-Lizier 8 km. Il se gare, coupe le moteur, tapote l'écran de son appareil avec un mélange d'agacement et de patience. Rien. Ce truc est censé tenir sous des conditions extrêmes, conçu pour des opérations sensibles, mais là, il le laisse tomber. Il porte un polo gris tout simple, un pantalon beige froissé par des heures de route. Pas de signe qui crie « militaire ». Sa veste, avec ses étoiles brodées sur le col et une petite étiquette « Armée française » cousue à l'intérieur, repose pliée sur la banquette arrière. Il n'a pas prévu de la mettre. 2 minutes pour régler ce bazar, et il repart. C'est tout ce qu'il veut. Mais un bruit déchire le silence. Des graviers qui craquent, un moteur qui grogne. Dans le rétroviseur, une voiture de gendarmerie surgit, une Peugeot 305 cabossée, gyrophare allumé mais sans sirène. Les lettres « Gendarmerie nationale » sont à moitié délavées sur le flanc, comme si le temps avait déjà décidé d'effacer cette autorité. La portière s'ouvre d'un coup sec, et une femme descend. Grande, blonde, chignon tiré si fort qu'on dirait une sculpture, lunettes de soleil vissées sur le nez malgré le ciel gris. Une main posée sur son polster, elle avance droit vers lui, par un pas hésitant. Elle tape sur la vitre. Toc. 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 3 coups qui claquent comme un avertissement. Claude baisse la fenêtre à moitié, laissant l'air froid s'engouffrer. « Bonjour, gendarme. Qu'est-ce que vous faites ici ?» lance-t-elle, le ton sec, presque tranchant. Il jette un œil à son badge. Adjudant Lemoine. Elle scrute l'intérieur de la voiture, plisse les yeux comme si elle traquait une preuve invisible. « Je règle un problème de GPS, dit-il, calme, la voix posée. Permis et papier, monsieur. » Il fronce les sourcils, juste un peu. « Je suis en mission. Mes papiers sont dans ma veste, là derrière. Je peux les prendre ? Sortez du véhicule. Maintenant. » Claude soupire, un souffle discret qui trahit une fatigue vieille de décennies. Il a vu pire. Des regards méfiants en Algérie, des insultes en Bosnie, des silences lourds dans les couloirs feutrés de Paris. Mais là, sur cette aire de repos paumé, au milieu de nulle part, ça le frappe autrement. Il ouvre la portière doucement, les charnières grincent dans le silence. « Écoutez, je suis officier supérieur. Mes papiers le prouvent. Laissez-moi les récupérer. » Les mains sur le capot. Aboie Lemoine, coupant net ses mots. Il hésite une seconde, pas par peur, mais par incrédulité. Elle dégaine son autorité comme une arme, la main toujours près de son polster. Claude pose les mains sur le métal froid de la voiture, les doigts écartés. Elle le retourne d'un geste brusque, lui tord les bras dans le dos, écarte ses jambes d'un coup de pied sec. Le gravier crisse sous ses semelles. Il ne résiste pas. Pas un mot plus haut que l'autre. Il sait que crier ne sert à rien. « Vous faites une erreur, murmure-t-il, si bas qu'on dirait une confidence. » Elle ricane, un son bref et amer. « On verra ça. » À cet instant, une camionnette ralentit sur la route. Une vieille Renault Trafic, peinture écaillée, qui semble tout droit sortie d'un marché de village. Une femme baisse sa vitre, juste assez pour sortir son téléphone. À l'arrière, un ado, casquette vissée sur la tête, filme déjà, l'écran tremblant dans ses mains. Personne n'intervient, mais il regarde.
Il y a un truc bizarre dans l'air, une tension qui flotte, épaisse comme la brume qui s'accroche aux arbres. Le silence de Claude, son calme presque surnaturel, contraste avec le moine, qui semble plus vouloir montrer qui commande que chercher la vérité. Elle respire fort, pas d'adrénaline pure, mais une sorte d'arrogance qui suinte. Elle ne sait pas encore à qui elle parle. Et ça va tout changer. Je ne répéterai pas, grogne-t-elle, une main frôlant son flingue. Vous êtes en garde à vue. Claude ne bouge pas. Les mains sur le capot, il dit doucement, je vous demande, avec respect, d'appeler votre supérieur. Ou de me laisser prendre mes papiers. Vous demandez rien ici. S'énerve-t-elle, la voix qui monte d'un cran. L'ado sort de la camionnette, téléphone toujours en main. Son père, un type costaud en veste de chasse, bras croisés, observe sans un mot. La tension grimpe, pesante, presque palpable étrale. Suffocante. Les pneus de la camionnette crissent sur le gravier alors qu'elle s'arrête complètement. La femme à l'avant baisse sa vitre un peu plus, chuchote quelque chose à l'ado, qui hoche la tête et zoome sur la scène. Claude répète, plus lentement, comme s'il voulait que chaque mot s'imprime. Je ne résiste pas. Mais je dois m'identifier. Je suis le général Claude Delmas. Mes papiers sont dans ma mallette, dans la voiture. Le moine éclate d'un rire sec, un ricanement qui résonne dans l'air froid. Vous voulez que je gobe ça? Un général? Ici, sur cette route pourrie? Vérifiez. Mais elle ne vérifie pas. Elle marmonne dans sa radio, voix basse, hachée par les parasites et une pointe de nervosité. Homme suspect, peut-être armé. Claude tourne légèrement la tête, juste assez pour capter son regard. Je n'ai pas d'arme. Elle le fusille des yeux, un éclair de défi dans ses lunettes sombres. Les militaires, vous êtes tous pareils. Toujours à vous croire au-dessus des lois. Elle ignore son calme, appelle des renforts sur la D12. Situation explosive, lâche-t-elle dans le micro, comme si elle récitait un script. Claude reste muet. Il sait, par des années de terrain, que l'arrogance finit toujours par s'effondrer sous son propre poids. Il regarde vers la camionnette. Le père a les bras posés sur le cadre de la fenêtre maintenant, son visage passe d'une curiosité passive à une grimace dure. Les curieux ne sont plus juste des badauds. Ils sentent que quelque chose cloche, que cette scène pue l'injustice. Vous compliquez un truc simple, dit Claude, presque doucement, comme s'il parlait à un enfant. Vous me dites pas comment faire mon boulot. Rétorque-t-elle, les dents serrées. Elle s'approche, menaçante, se plante devant lui. Vous me menacez? Non. Je vous conseille. Elle attrape son portefeuille dans sa poche arrière, le sort d'un geste brusque. Elle le feuillette vite, jetant un œil aux cartes sans vraiment lire. Puis elle s'arrête net. Derrière une carte banale, une vieille carte vitale, peut-être une habilitation de sécurité, niveau 4, signée par le ministère de la Défense. Elle se fige. Sa mâchoire se crispe, un tic nerveux qu'elle ne peut pas cacher. Où vous avez eu ça? Murmure-t-elle, la voix soudain plus basse. Je l'ai gagné. 30 ans de service. Elle referme le portefeuille d'un coup sec, recule d'un pas. Mais pas assez pour lâcher prise. Pas assez pour admettre qu'elle a merdé. Vous auriez dû le dire tout de suite. Je l'ai fait. Son visage rougit, mais pas à cause du froid qui mord l'air. Elle cherche une sortie, une excuse. Vous pouvez pas vous garer ici. C'est une propriété privée. J'étais pas garée. J'ajustais ma route. Elle tourne les talons, comme si elle réalisait subitement qu'elle perd le contrôle. Claude la regarde peser ses options. Ce que les vidéos pourraient montrer. Ce qu'elle pourrait cacher. Ce que ses téléphones, braqués sur elle, pourraient faire voler en éclats. Attendez ici. Les renforts arrivent. Très bien. Mais quand ils seront là, je passe un coup de fil. Elle se retourne, sceptique, un sourcil relevé. Votre avocat? Le ministère de la Défense. Elle le fixe, attendant un sourire, une blague, un signe qu'il bluffe. Rien. Son visage reste de marbre, ses yeux sombres plantés dans les siens. Une sirène résonne au loin, faible, mais elle se rapproche. Les renforts.
Ils sont encore à 10 minutes, peut-être plus, sur ces routes sinueuses. Et dans ces 10 minutes, tout va basculer. Cette histoire ne sera pas étouffée, pas balayée sous le tapis d'une brigade de campagne. Trop de regards sont déjà là, trop de doigts sur des écrans. Les sirènes hurlent plus fort maintenant, par vagues courtes qui déchirent le silence. Le moine perd pied, ça se voit. Claude capte ses pas nerveux, ses coups d'œil vers la foule qui grossit. 3 voitures arrêtées sur le bas-côté maintenant, des portières ouvertes, des silhouettes qui se penchent pour mieux voir. Personne ne parle, mais tous filment. Elle n'agit plus comme une gendarme, pas vraiment. Elle réagit comme quelqu'un qui se sent coincé, acculé par ses propres choix. Bougez pas. Ordonne TL, la voix qui tremble légèrement. Je me suis identifié. Vous gênez une enquête. Je suis là, sans armes, coopérant. Elle tend la main, attrape son poignet, le tord d'un coup sec. Les menottes sortent de sa ceinture, le métal claque sur sa peau, froid et mordant. Des murmures montent de la route, un grondement sourd. L'ado s'approche, filme de plus près, l'objectif braqué sur les mains de Claude, sur les menottes qui brillent sous la lumière terne. Son père lève son téléphone aussi, un deuxième angle. Tout est capturé, seconde par seconde. Vous pensez que ça va mal tourner? Siffle Claude, pas une menace, juste une vérité qu'il lâche doucement. Ça tourne toujours mal, grogne TL, les lèvres pincées. Elle le pousse vers sa voiture, brutale, sans ménagement. Le gravier crisse sous ses pieds, s'enfonce dans ses semelles. Claude ne trébuche pas. Il ne résiste pas. Mais elle y va fort, et il le sent pas juste dans sa poigne, mais dans sa voix, dans l'énergie qu'elle dégage. Elle veut prouver quelque chose, peut-être à elle-même, peut-être à ces inconnus qui regardent. Elle ouvre la portière arrière, le force à entrer, le pousse sur la banquette râpée qui sent le tabac froid et la sueur. Pas de droit lu, pas d'explication, rien. Une voix s'élève depuis la foule, claire, tranchante. Tu vas regretter ça. C'est le père de l'ado, accent du sud-ouest, rocailleux, posé. Un type dans la quarantaine, peut-être un agriculteur, un chasseur, quelqu'un qui connaît ses routes mieux qu'elle. Le moine se retourne, furieuse. Occupe-toi de tes oignons. C'est mes oignons maintenant, réplique-t-il, sans bouger, planté là comme un roc. Elle claque la portière, fort, et se précipite vers l'avant de sa voiture. Elle se penche à l'intérieur, tâtonne avec la radio, les doigts maladroits. Sa voix tremble maintenant, elle bégaye presque en décrivant la situation aux unités qui approchent. Claude, menotté à l'arrière, respire lentement. 1 seconde. 2. 3. Il compte dans sa tête, reste maître de lui. Elle parle de lui comme d'un suspect dangereux, sans vérifier ses papiers en entier, sans appeler un supérieur, sans même remarquer les étoiles brodées sur la veste, toujours là, sur la banquette avant. Elle n'a rien vu. Mais l'ado, lui, oui. Il s'approche du bord de la route, avec son téléphone. Armée française, murmure-t-il, assez fort pour que son père entende. T'as compris? Demande le père, un sourcil levé. Oui. Le badge, les étoiles, tout. 2 nouvelles sirènes hurlent au loin, plus proches maintenant. 2 voitures s'arrêtent dans un crissement de pneus, une de la gendarmerie locale, une de la patrouille routière. L'adjudant Boyer, grand, barbe poivre et sel, épaules larges, descend calmement. Pas d'armes dégainées, pas de précipitation. Il marche vers le moine, qui le rejoint à mi-chemin, bras croisés, sur la défensive. Claude ne distingue pas leurs mots, mais les gestes de le moine sont nerveux, désordonnés. Boyer jette un œil vers la voiture de patrouille, vers lui, puis s'approche lentement. Il ouvre la portière arrière. Bonjour, monsieur. Votre nom? Général Claude Delmas, armée française. Boyer cligne des yeux, 1 fois, 2 fois. Elle a vu vos papiers? Elle les a eus en main. Boyer hoche la tête, referme la portière sans un mot. Il retourne vers le moine. Elle gesticule, se justifie, les mains qui volent dans l'air. Boyer regarde la foule, puis elle, un long moment. Quelques secondes plus tard, il revient, rouvre la portière. Monsieur, vous voulez appeler quelqu'un? Claude acquiesce.
Boyer fouille dans sa poche, sort son propre téléphone, un vieux Nokia qui a vu des jours meilleurs, et le lui tend. Les menottes compliquent la tâche, le métal mord ses poignets à chaque mouvement, mais ses doigts restent sûrs. Il compose un numéro qu'il connaît par cœur, un numéro qu'il n'a utilisé qu'une poignée de fois en 30 ans. Une sonnerie. 2. Une voix répond, grave, précise. Major Kessler. C'est le général Delma. Je suis détenu illégalement par la gendarmerie de l'Ariège, sur la D12. J'ai besoin d'une vérification immédiate. Une pause, un souffle à l'autre bout. Vous êtes en sécurité? Pour l'instant. Mais cet adjudant n'a pas suivi le protocole. Des témoins filment. Ça risque de dégénérer. Restez en ligne. J'alerte le ministère et la police militaire. Un clic, un grésillement. Une nouvelle voix, plus jeune, plus tendue. Commandant Rive. On vous localise. Votre plaque militaire est identifiée. Les autorités locales seront contactées dans moins de 10 minutes. Merci. Restez calme, comme moi. Claude raccroche, rend le téléphone à Boyer. Celui-ci le prend, jette un œil à Lemoine, qui s'agite toujours près de sa voiture, puis s'éloigne pour passer son propre appel. Claude entend des bribes. Oui, monsieur. C'est ce qu'il a dit. Confirmé. Je reste là. Il se cale contre la banquette, les menottes qui pincent sa peau. Lemoine évite son regard, mais ses yeux sautent d'un téléphone à l'autre dans la foule, comme un animal traqué. 5 minutes passent, lourdes, interminables. Puis un bruit de pneus sur le gravier, un son différent, plus lourd. Pas des gendarmes. 3 SUV noirs, vitres teintées si sombres qu'elles avalent la lumière, siglées « Ministère de la Défense » en lettres discrètes mais claires. Ils se garent avec une précision chirurgicale, un balai silencieux. Les portes s'ouvrent en synchro. 2 hommes en costard, oreillettes quasi invisibles, et un troisième en uniforme complet, le colonel Éric Garnier, un nom qui résonne dans les cercles militaires, mais que Lemoine n'a jamais dû entendre. Garnier passe devant Boyer, ignore Lemoine, ouvre la portière arrière d'un geste sec. « Monsieur le général, vous allez bien ?» Claude hoche la tête, un mouvement fatigué. « Oui. Juste un peu secoué. On prend le relais. » Garnier se tourne vers Boyer. « Qui commande ici ?» Boyer lève une main, l'air gêné. « Moi, depuis 10 minutes. » Cet adjudant a lancé l'opération. Garnier s'approche de Lemoine, qui redresse les épaules, tente de reprendre contenance. « Vous savez qui c'est ? Il n'a pas donné de papier valide avant que je le menotte, lâche-t-elle, menton relevé. J'avais des soupçons. Il coopérait pas. Il vous a donné son nom et son grade. Vous aviez sa carte fédérale. C'est un général 3 étoiles. Et vous l'avez enfermé là-dedans. » Lemoine ouvre la bouche, bafouille, cherche ses mots. Garnier coupe net. « Taisez-vous. Ça va remonter à votre brigade, à votre supérieur, et au procureur. » Elle se tait, la bouche ouverte, sans un son. Boyer s'écarte, parle dans sa radio, appelle son chef. Claude sort de la voiture, seul. Ses poignets sont rouges, la peau râpée par les menottes. Il ne se plaint pas, ne les frotte même pas. La foule s'approche, silencieuse, incertaine de ce qui va suivre. Garnier se tourne vers lui. « Vous voulez porter plainte ?» Claude regarde Lemoine, puis les téléphones braqués sur eux, des dizaines maintenant. « Pas encore. Mais je veux qu'elle réponde de ses actes. Que tout le monde voit. » La foule grossit encore. Les murmures circulent, passent de bouche en bouche, de voiture en voiture. Les vidéos se partagent déjà sur les réseaux, brutes, sans filtre, des bouts de vérité capturés sur des écrans tremblants. Lemoine reste près de sa voiture, bras croisés si fort que ses jointures blanchissent. Son badge ne pèse plus rien sous ses regards. Elle ne parle pas, ne regarde personne, mais on sent le basculement. Ce qui avait commencé comme une démonstration de pouvoir s'effondre en silence, sous les yeux de tous. 10 minutes plus tard, un pick-up arrive, lentement, sans gyrophare, soulevant un nuage de poussière. Le commandant Roux, chef de la brigade locale, en descend. Grand, trapu, la soixantaine,
une moustache épaisse et des yeux qui ont tout vu. Il reste assis un moment, observe la scène, les SUV noirs, le moine muette, Claude debout près de Garnier, la foule qui ne bouge pas. « Quelqu'un peut m'expliquer ?» demande-t-il, voix posée mais lourde, le ton d'un homme habitué à commander sans hausser le ton. Garnier s'avance. Commandant Roux, colonel Éric Garnier, armée française. Votre adjudant a illégalement détenu un général. Roux fixe le moine, un regard qui pèse des tonnes. Tracy, c'est vrai? Elle hésite, les mots coincés. Il coopérait pas. Sa voiture était suspecte. J'ai suivi la procédure. T'as vérifié sa plaque? Ses papiers? Je pensais pas que c'était réel. Roux se tourne lentement, délibérément. Pas réel? Cet homme aurait pu te faire virer d'un appel. Et il l'a pas fait. Réfléchis à ça. Le moine rougit, baisse les yeux. Roux tend la main à Claude, une poigne ferme. Général, désolé pour ce qui s'est passé sur ma route. J'ai pas de mots assez forts. Claude serre sa main, un geste las mais sans rancune. Pas de rancune. Mais ce qui suit, c'est pas à moi de décider. C'est à elle de répondre de ce qu'elle a fait quand elle pensait que personne regardait. Roux jette un œil à la foule, au téléphone qui brille dans la lumière déclinante. Beaucoup ont vu. Et encore plus verront. Garnier hoche la tête. Une plainte officielle partira via le ministère, droit au bureau du procureur. Le moine fait un pas, comme pour se défendre, mais les objectifs la clouent sur place. Elle ne dit rien. Roux s'approche d'elle, la voix basse mais implacable. Tracy, t'es en congé administratif. Badge et armes, maintenant. Elle blêmit, comme si on lui arrachait un morceau d'aile. Ses mains tremblent légèrement, défaisant son badge, puis son polster. Elle les tend à Roux, qui les prend sans la regarder, les serre dans son poing. Il se tourne vers la foule, parle fort, clair. On va laisser les enquêteurs faire leur boulot. Mais soyons clairs, on traite pas les gens comme ça chez nous, peu importe qui ils sont. Personne mérite ce que j'ai vu sur ces vidéos. L'ado de la camionnette s'avance, téléphone en main, un gamin de 16 ans peut-être, avec des baskets boueuses et une assurance tranquille. Monsieur, vous voulez la vidéo? Roux sourit, un coin de lèvres qui se relève. Oui, petit. Merci d'avoir filmé. Claude retourne à sa voiture, ouvre la portière. Sa veste est toujours là, sur la banquette. Il l'enfile, ajuste le col. Les étoiles brillent faiblement dans la lumière pâle, trois petites lueurs qui disent tout sans un mot. Le moine monte dans sa voiture, mais Boyer la suit, lui prend les clés des mains. Elle ira nulle part sans répondre d'abord. Ce n'est plus un simple contrôle routier. C'est une leçon, publique, brutale, impossible à ignorer. Le lendemain, les images explosent. Un clip de 30 secondes, posté par cet ado, Lucas Dupont, devient une vidéo de 6 minutes vue 2 millions de fois en 12 heures. Les hashtags fusent, hashtag Général Ariège, hashtag abus filmé, hashtag justice en direct. Les camionnettes de France 3 et BFM TV bordent la D12 à midi, antenne dressée vers le ciel, comme si c'était une scène de crime. Mais aucun crime n'a été commis pas par l'homme qu'on a menotté, en tout cas. Claude est reparti la veille, discret, sans tambour. Pas de conférence de presse, pas d'interview en colère. Juste un appel à sa femme, voix douce au bout du fil, et un long trajet silencieux jusqu'à la base de Pau. Son silence hurle plus fort que n'importe quel discours. La gendarmerie locale sort un communiqué, fade, stérile. Nous enquêtons sur un incident impliquant l'adjudant Tracy Lemoine et un automobiliste non identifié. Ils oublient de dire que cet automobiliste a plus d'expérience que toute leur brigade réunie, qu'il a commandé des milliers d'hommes, traversé des guerres, serré la main de président. Mais les gens savent. Dès le lendemain, des vétérans se plantent devant la brigade, photo de Claude en uniforme à la main sur le terrain en Afrique, décoré à l'Élysée. À Paris, on le voit sur des images d'archives, médaillé par Giscard d'Estaing. Le poids de cette histoire s'abat sur l'Ariège comme une tempête. Les journalistes creusent, déterrent le passé de Lemoine. 3 plaintes en 2 ans, toutes étouffées discrètement. 2 contre des conducteurs noirs, une contre une mère célibataire,
harcelée jusque chez elle pour attitude insolente. Tout ressort, brut, laid. Elle se tait, terrée quelque part. Son avocat sort un démenti générique, elle a suivi sa formation, respecté les procédures. Mais aucune formation ne justifie ça. Aucune procédure n'explique qu'on menotte un homme sans motif, après avoir vu une carte fédérale, juste parce qu'on refuse de croire. Claude, lui, reste dans l'ombre. Pas d'interview, pas de déclaration tapageuse. 3 jours plus tard, il parle dans une salle paroissiale à Toulouse, un petit rassemblement d'anciens combattants. Pas de caméra prévue, mais quelqu'un filme quand même, un téléphone au fond de la salle. En uniforme, main jointe devant lui, il dit « J'ai affronté l'hostilité à l'étranger, sous des gouvernements qui me méprisaient. Mais je me suis jamais senti aussi petit que sur cette route, en France. » Pas de colère, pourtant. On a besoin de responsabilité. D'honnêteté. On répare pas ce qu'on nie. La salle se lève, pas d'applaudissements, juste un silence lourd de respect. Une semaine plus tard, Roux annonce « Le moine est viré. » Excès de force, abus d'autorité, manquement au protocole. En privé, il lâche à son équipe, la voix rauque, elle s'est fait choper à faire ce qu'on savait tous qu'elle faisait. Ça devrait nous faire honte à tous. Le bruit ne s'éteint pas. Il mute. Les écoles locales organisent des débats, des profs parlent respect, pouvoir, préjugés. Les journaux La Dépêche, Sud-Ouest publient des éditos, pas juste sur le racisme, mais sur l'obéissance aveugle, sur ceux qui suivent des ordres sans réfléchir. La famille Dupont, ceux qui ont filmé, est invitée à Paris. Un député les reçoit, les remercie pour leur « courage civique ». Lucas, l'ado, serre des mains, un peu gêné, mais fier. Claude, lui, reprend son poste à Pau. Au nouveau cadet, dans une salle d'entraînement qui sent la sueur et le métal, il dit « Portez cet uniforme avec honneur. Certains verront ce qu'ils veulent, pas ce que vous êtes. Laissez pas ça vous arrêter. » La justice est pas bruyante. Elle est constante. Elle oublie rien. 3 semaines plus tard, la poussière retombe, mais l'histoire vit encore. Dans les collèges, les bistrots de village, les repas du dimanche en famille, on en parle. On débat. Pourquoi un homme qui a servi 30 ans, dirigé des milliers de soldats, traversé des batailles, est traité comme une menace à cause d'un regard, d'un préjugé? Claude ne joue pas la victime, ça lui ressemble pas. Il croit en la dignité, pas au tapage. À une conférence à Tarbes, devant des profs, des pompiers, des lycéens, pas des généraux ou des journalistes, juste des gens ordinaires, il prend le micro, en costume sombre, sans médaille, sans étoile. La retenue, c'est pas le silence. C'est la force. Quand on vous fait du tort, quand on vous humilie, tout en vous veut riposter. Mais le vrai pouvoir, c'est choisir de pas frapper. C'est répondre par la vérité, pas par les poings. Un jeune pompier, au premier rang, lève la main. Comment vous êtes resté si calme ce jour-là? Claude sourit, un sourire fatigué, presque triste. Ma vie, c'est pas ce moment. C'est tout ce qui l'a précédé. Elle connaissait pas mon histoire. Moi, si. Plus tard, une lycéenne demande, vous êtes en colère? Oui, répond-il, honnête. Mais je la porte pas. Je l'utilise. La colère, quand elle vous pèse, elle vous écrase. Mais bien dirigée, elle vous rend vif. Elle vous fait parler quand ça compte. Dans l'Ariège, les choses bougent. Une nouvelle formation débarque pour les gendarmes, pas juste sur les règles, mais sur les préjugés, sur la façon dont on voit les autres. Roux, malgré ses défauts, fait venir des experts indépendants, des gens qui ont jamais porté de badge mais qui ont vécu le profilage. Des panels citoyens se montent, des discussions s'ouvrent pas faciles, pas jolies, mais nécessaires. Le moine disparaît des radars. Elle déménage 2 départements plus loin, bosse dans la sécurité privée, un uniforme sans grade, sans armes, juste un numéro sur la poitrine. La famille Dupont rentre chez elle, reprend sa vie, le père à ses champs, la mère à son boulot à la mairie. Mais Lucas, lui, continue. Il lance une chaîne YouTube, filme des profs, des vétérans, des voisins. Il parle intégrité, justice. Sa première vidéo, je savais pas qui il était, mais je savais que c'était pas juste, tape les 500 000 vues en une semaine.
Claude la regarde un soir, seul dans son bureau à Pau. L'écran s'éteint, il se lève, sort. L'air est frais, le ciel accroche encore une lueur rose au bord de l'horizon. Il se sent pas fier, pas vengé. Juste sûr que son calme a tout changé. Pas son grade, pas ses étoiles, mais sa façon d'agir, immobile sous les regards. Pas un discours ou une conférence, mais une vérité brute, filmée par un gamin, partagée par des inconnus, qui a forcé un petit coin de France à se regarder en face. Parce que parfois, la plus grande protestation, c'est de rester là, droit, pendant que le monde filme. Si cette histoire vous a secoué, si elle vous a fait réfléchir à 2 fois avant de juger trop vite, partagez-la. Parlez-en. Filmez quand ça va pas, dites quelque chose. Et si vous pensez qu'on doit raconter plus d'histoires comme ça, abonnez-vous. On continue ensemble.